Bonjour. À peu près toutes les inventions commencent par une idée qui se traduisent en général par un croquis, des dessins préliminaires. On essaie de voir un peu qu'est-ce que ça a l'air, on améliore, on peaufine. Lorsqu'on est assez content, on fait un dessin à l'échelle pour voir un peu les composantes, les agencements, puis tout ça, si tout se balance bien. Comment est-ce qu'on peut monter ça? Si le produit qu'on a imaginé ne coûte pas trop cher à fabriquer, on va faire un prototype pour pouvoir le montrer, pour pouvoir l'améliorer, voir si il livre la marchandise qu'on s'attend. Si le produit est grand et cher, il doit y avoir une levée de fonds, il doit y avoir des budgets accordés. Soit on est à l'intérieur d'une grande entreprise et il faut faire accepter des budgets de développement, soit on veut faire un start-up avec ça et là, il faut lever des fonds, par exemple, chez des investisseurs. Pour convaincre les levées de fonds, pour convaincre les gens, souvent il va y avoir des animations, des dessins d'artistes qui vont être faits pour montrer l'implantation, le résultat, le fonctionnement des idées qu'on a développées. Les idées, ces dessins d'artistes-là sont faits en fonction de ce que l'inventeur ou le développeur pense, qu'est-ce qui va se passer. Ça ne reflète pas toujours la réalité et malheureusement, l'histoire est parsemée de produits qui devaient faire des choses extraordinaires mais qui finalement ne faisaient rien du tout parce que ça ne marchait pas du tout comme ça se passait dans la tête du créateur. Il s'est développé depuis une quinzaine d'années des procédés de simulation numérique très développés. Grâce aux ordinateurs peu coûteux et très puissants, on peut maintenant, à l'aide de programmes d'ingénierie, définir, savoir d'avance comment est-ce que des appareils vont se comporter, que ce soit au niveau mécanique, au niveau transfert de chaleur, au niveau mécanique des fluides, au niveau de schéma électrique, mélange de produits. Ça peut se définir. Là, ces choses-là peuvent se définir aujourd'hui de façon précise par un programme de simulation numérique. La simulation numérique est un processus qui se divise en 5 étapes importantes. Premièrement, il y a le design numérique du produit qu'on veut fabriquer. Un design numérique, pas mal tout le monde aujourd'hui, quand on parle de dessin AutoCAD, ils savent de qu'est-ce qu'on veut parler. On parle vraiment d'une modélisation numérique d'un produit. La deuxième étape, c'est de diviser ce dessin-là. On a un deuxième programme qui va diviser ce dessin-là entre une multitude de très petites cellules qui vont interagir entre elles pour voir comment est-ce que ça se passe tant au niveau mécanique, échange de chaleur, mécanique des fluides, comme on disait. Donc, un maillage qu'on appelle. Après que le maillage est terminé, on passe à un autre programme de pré-simulation où on va établir les paramètres de simulation, les vitesses de vent, qu'est-ce qui est en mouvement, qu'est-ce qui tourne à telle vitesse, c'est quoi les matériaux, c'est de l'air, c'est de l'hélium, c'est du plastique, c'est de l'aluminium. Toutes ces choses-là sont déterminées de façon précise. Après, il y a un programme qui fait le calcul et un coup que tous les résultats sont compilés, on a une banque de données où on travaille, on va chercher les informations qu'on a besoin à l'aide d'un cinquième programme. La meilleure façon de visualiser la simulation numérique, c'est de comprendre un petit peu comment le maillage fonctionne. Voilà, voici quelques images qui vont vous aider à comprendre. Vous avez donc vu qu'un maillage se résume au développement d'une multitude de cellules qui sont définies par des points qui déterminent leur position dans l'espace et le rapprochement entre chacune des cellules voisines. Et l'interaction se fait entre chaque cellule. À chaque face d'une cellule correspond la face d'une autre cellule et les échanges de momentum, de température, de pression se font au niveau de ces faces-là. Une simulation numérique, par exemple,
en 2 dimensions de notre éolienne à axe vertical représente un maillage d'environ 35 000 cellules. Une simulation en temps réel d'à peu près 6 secondes implique une recalculation complète de chacune des cellules environ 100 000 fois. Après avoir défini correctement tous les paramètres de la simulation et que le calcul est fait par l'ordinateur, on a une banque de données pour laquelle on doit extraire des résultats. Chaque élément peut être analysé un par un ou groupé. Voici quelques images qui vont vous aider à comprendre. Donc, vous avez vu dans les images toutes les informations qu'on peut retirer à chaque position de la pale. Je vous rappelle qu'une turbine à axe vertical, c'est une pale qui tourne sur elle sans fin. C'est une série de pales qui tournent sur elle sans fin. À chaque position, il faut voir le comportement. Où est-ce qu'on a un torque ou un couple, où est-ce qu'on a un drag ou on inverse d'un couple, et comment ça se distribue sur la pale, comment ça se construit. Alors, avec une image, par exemple, de pression, on voit qu'il y a des zones de dépression, des zones de surpression par rapport à l'axe principal. Une dépression dans la bonne direction va permettre de créer un petit mouvement dans un sens. À l'inverse, une surpression dans une mauvaise direction va contrer une partie de ce mouvement-là. À partir de tout ça, on tente d'améliorer. On recrée une nouvelle simulation numérique avec un nouveau dessin. Et là, l'ordinateur nous permet de calculer, par exemple, le couple soit sur une pale, soit sur l'ensemble de notre turbine, et de déterminer si oui ou non la modification qu'on a faite, on a vraiment amélioré. Et là, on peut, avec les nouveaux résultats, aller chercher à toujours améliorer notre modèle. Parmi les autres informations qu'on va tirer de notre simulation, on va avoir les forces en jeu sur une pale. C'est-à-dire que l'ensemble des forces sur la pale va donner un couple, mais va aussi donner une force un lift, qu'on appelle. Une force va tirer la pale vers le haut, va la pousser vers le bas, et cette force-là, mécaniquement, va devoir être incluse dans notre calcul de forme. On doit s'assurer que les produits qu'on va utiliser, la forme qu'on va utiliser, va résister aux pressions qu'elle va subir. La même chose pour l'ensemble de l'appareil. On va être capable de prédire le vent à telle vitesse va donner telle force sur l'appareil. Donc, ça va nous donner les éléments clés pour établir la structure, pour s'assurer qu'on bâtit une structure qui va être encore bonne dans 50 ans ou dans 100 ans. Notons finalement que dans notre démonstration, la pale qu'on vous a présentée, c'est une pale NACA standard, le modèle 63415. C'est un modèle qui est cité régulièrement dans les travaux de recherche pour les turbines à axe vertical. Dans nos simulations, cette pale-là n'a jamais donné un rendement supérieur à 35% par rapport aux incidents. Les agencements que nous avons développés donnent des rendements de l'ordre de 50 à 53% pour des vents de 6 à jusqu'à 18 km par seconde. Donc, on peut garantir de façon certaine que notre turbine va avoir un rendement minimum de 40% et probablement un peu plus avec des pointes à l'approche de 50% pour des vitesses de vent spécifiques. Merci de votre attention.